Agri-Domaine Eurotalk, on n'a jamais été aussi près du point de fusion finalement entre agriculture, transformation, restauration et au cœur finalement de ce qui nous préoccupe, je crois, 3 fois par jour aujourd'hui. J'ai parlé de notre alimentation et puis d'une manière encore plus peut-être marquée, notre art de vivre à la française. Moi je l'adore parce que on va le voir, il va emprunter bien sûr tous les chemins qui nous intéressent. Alors pour en parler, je vais vous demander de faire un tour de table. Je démarrais ce coup-ci par toi Catherine, parce que d'habitude nous allons de droite vers la gauche, mais honneur aux dames. Catherine, ravie de t'accueillir, présidente du GHR. Bonjour Eric, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous messieurs. D'abord Catherine Quérard, présidente du GHR, et puis évidemment restauratrice par Bien choix sûr. et par Oui. envie. À tes côtés, monsieur Benoît Potrat, président de la Fédération des confréries des régions de France. De France, voilà, exactement. un acronyme que je n'ai pas écorché. Merci Benoît de nous rejoindre, c'est important. Il y aura une signature tout à l'heure avec Catherine dans le cadre justement de ce point de fusion pour parler de pédagogie et de croissance. Donc président depuis très peu, je crois. Hein. Depuis le mois d'avril, oui, effectivement. On est en pleine restructuration à la Fédération des confréries. Donc, Un peu plus de 1500 confréries en France, c'est ça, ouais, 1480, on estime. inscrites au patrimoine immatériel français. Depuis peu, Je effectivement. crois qu'il faut tout dire aujourd'hui. Oui, on va le dire. À tes côtés, Thierry d'Eurotalk, qui nous accueille ici sur son stand également. Eurotalk, Thierry. Alors oui, bonjour, Thierry Henriot. Donc moi, je suis chef Eurotalk, je suis traiteur événementiel et restaurateur. Donc en Haute-Marne, dans le 52, en dessous de Reims. Une belle région où on a du champagne, des bons produits et plein de bonnes choses. On va y venir pour cet art de vivre à la française. Eurotalk, une grande mission en France et européenne. Ah, une grande mission en France et en Europe, bien sûr. On est quand même tous, comme tous ceux qui sont autour de la table, des fervents défenseurs de nos appellations, nos origines, de nos beaux produits et surtout travailler des bons produits et surtout éviter la malbouffe. Eh ben, voilà. le sommaire est lancé, Thierry. À tes Voilà. côtés, monsieur Alain Fontaine. Alors, double casquette, cher Alain. Oui, d'abord chef propriétaire de mon restaurant. Ouais, une Donc, triple casquette. Toujours alors, en activité, le on va pas Vesturet. oublier les deux qui m'intéressent. Président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Bravo. Et on est 3 autour de cette table, puisque Catherine est maître restauratrice, Pascal, qui, tu le verras plus tard, est maître restaurateur, et moi-même. Le seul titre d'État, Oui. on l'a que pour 4 ans, tous les 4 ans on renouvelle. On est un peu plus de 3000 en France. Voilà, restauration durable et raisonnable, proximité avec l'agriculture française, souveraineté alimentaire, on en parle souvent. Et puis je m'occupe, mais le GHR est également membre fondateur de l'association des bistrots et cafés en France. C'est cette association qui a inscrit au patrimoine immatériel français les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et les cafés en France. Et maintenant on s'en va pour l'UNESCO. Donc pas mal de pain sur la planche, du travail, mais c'est surtout de mettre en avant cet art de vivre à la française qui est exceptionnel. Ah, je l'entends, oui. Face à toi, Michel. Oui, bonjour, Michel Blanchet, président d'honneur des maîtres cuisiniers de France. Ben, surtout, nous, les produits, bien sûr. Sans bons produits, les produits sont les matériaux numéro 1 pour faire de la bonne cuisine. Et les maîtres cuisiniers de France, surtout, la formation, concours du meilleur apprenti cuisinier de France. Et on s'attache beaucoup à la formation. On va essayer de remettre en route aussi le concours du meilleur apprenti d'Europe, qui a été un petit peu abandonné parce que, faute de budget, comme partout. Voilà. Bravo, Michel. À tes côtés, il nous vient de la Somme, l'ineffable Jackie. Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je suis de la région Hauts-de-France, de la Picardie et notamment de la Somme, de la baie de Somme, c'est-à-dire entre la baie d'Authie à Fort-Mahon-Plage, entre la baie d'Authie sur le littoral Picard et la baie de Somme. Je suis membre Eurotalk, je suis membre de l'Académie nationale de cuisine, mais je suis aussi surtout depuis longtemps disciple d'Escoffier et des valeurs qui me tiennent à cœur pour cette transmission, ce partage, cette évolution de la profession, comme on est là tous pour cela aussi. Et voilà, c'est les valeurs à la française, mais c'est les valeurs aussi qui sont exportées. Et puis en même temps, ce sont des valeurs qui sont utilisées dans nos cantons, dans nos territoires, chez les gens, chez les amis, dans les familles. Et moi, j'ai toujours attendre. Je fais très attention à ça. Je me dis toujours, quand je vais voir quelqu'un, je veux voir ce qui cuit dans la cuisine chez un ami, parce que voilà, c'est une recette. Dis-moi ce que tu cuis, je te dirai qui tu es. Exactement, Eric. Voilà. Bon, il y a matière à dire. Exactement, à tes côtés. Alors j'espère que tu vas pas te sentir à l'étroit, parce que heureusement que tu es grand, Paul, parce que tu es notre agriculteur ici autour de cette table. Hein. Alors moi je m'appelle Paul Griffon, je suis agriculteur dans la Marne, près de Reims.
un type d'agriculture classique, ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Alors, on a une exploitation importante chez nous. On exploite 600 hectares. Je fais des céréales, de la betterave à sucre et des pommes de terre. Et j'ai aussi un atelier d'engraissement de bovins. On engraisse chez nous 1300 bovins par an. Voilà, mais cela n'empêche que je suis attaché, comme vous, aux bons produits. C'est pas parce qu'on est une ferme de type, j'allais dire, industriel, qu'on n'est pas conscient de cette nécessité de produire, de produire propre. Et le slogan chez nous, c'est produire propre et produire mieux. Eh bien écoute, de toute façon, Et Paul, produire plus. tous les slogans nous vont bien. Pascal, ravi, mais je laisser terminerai mon ami par Franck tout à l'heure, t'inquiète pas. Donc Pascal Raffray. T'as vu qu'il est un vrai Saint-Bernard, ce Pascal. Mais t'as oublié Franck. Mais non, j'ai dit à la fin. Je te surveillais, tu vois. Il a l'œil. Hein. Allez, Ah, c'est breton Pascal. alors. Donc Ouais. Pascal Raffray, moi je suis le breton de la bande. Je suis à Cancale, pas loin du Mont-Saint-Michel. Je suis maître restaurateur et je suis président Ille-et-Vilaine Bretagne là-dessus. Et aussi président Ille-et-Vilaine pour le GHR et membre du conseil d'administration, un syndicat que j'affectionne particulièrement. Et puis, bien sûr, cher Franck, je t'avais pas oublié, mais tu étais caché derrière tous ces chefs, heureusement chapeauté, ce qui fait que j'ai pu te distinguer. Tu es délégué général au sein du GHR. C'est quoi tes missions au sein du GHR auprès de Catherine? Accompagner Catherine au quotidien dans toutes les relations institutionnelles, nos rencontres avec les parlementaires, nos rencontres avec le gouvernement et évidemment avec les plus grosses instances, y compris le président de la République. Moi, pour me présenter très très rapidement, ça fait 34 ans dans quelques semaines que j'ai rejoint le monde du syndicalisme patronal de la restauration et exclusivement de la restauration. Donc je suis un vétéran de certains combats, la convention collective en 97, la baisse de la TVA en 2009, le fait maison dans la foulée. Et j'ai toujours autant plaisir, non seulement à être autour d'une bonne table avec de bons amis, mais à parler de ce secteur de la restauration que j'affectionne donc depuis 34 ans maintenant. Catherine, tu es bien entourée parce que l'art de vivre à la française, bien sûr, on l'a vu, ce sont des bons produits. L'art de cuisine et l'art de servir, mais l'art de bien vivre aussi et préserver aujourd'hui celles et ceux, en tout cas, qui y travaillent, que ce soit à la production ou dans la restauration. C'est ça aussi l'art de vivre, ne pas s'oublier soi-même. Alors justement, dans vos pérégrinations, et on les voit multiples, peut-être des fois même dangereuses, comment on oscille justement dans l'art de convaincre à mettre en valeur justement, quand on est un syndicat important comme le tien, cet art de vivre à la française? D'abord, rebonjour à tous, mais d'abord l'art de vivre, ça commence par la joie, ça commence par le partage, ce que l'on fait très bien dans la restauration, et le plaisir avant tout. Quand on est présidente d'un groupement, du groupement des hôtelleries et restauration de France, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venue dans la restauration par envie, par passion. J'ai cette passion vissée au corps depuis que je suis toute petite. J'ai eu un autre parcours professionnel avant et le fait d'être toujours opérationnel dans mes entreprises, je pense, amène beaucoup de crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics, notamment dans le travail du quotidien du chef d'entreprise ou du cuisinier, mais avant tout, et c'est d'ailleurs on défend un sujet, c'est qu'on est aujourd'hui noyé par la paperasse et l'administratif et malheureusement on s'occupe pas toujours bien, aussi bien qu'on le voudrait, et on voudrait alléger tout ça. Mais en tout cas, c'est la passion. C'est démontrer qu'à la tête d'un syndicat, il y a quelqu'un, un entrepreneur qui anime ses équipes et qui est derrière les fourneaux et qui choisit ses produits. Alors je voulais me retourner vers Alain Fontaine parce que président des maîtres restaurateurs, c'est vrai qu'on n'associe pas tout de suite, en tout cas c'est vrai on vous entend parler, produits locaux, on parle d'agriculture, c'est important, vous êtes des hommes de l'alimentation, donc de la santé. Ces santé et qualité nutritionnelle, ce sont aussi des valeurs qui ne sont pas toujours présentes, je dirais, dans l'art de vivre à la française, où on pense peut-être plus à ripaille qu'à, je dirais, équilibre. Je ne veux pas surtout les opposer, mais est-ce que finalement cet art de vivre à la française n'a-t-il pas évolué aujourd'hui vers finalement une notion encore qui se préoccupe plus de la santé et je dirais de cette qualité nutritionnelle? Alors, cette qualité nutritionnelle et cet art de vivre a évolué, pas toujours dans le bon sens, donc il faut effectivement se battre. Des gens comme Catherine, Pascal et tous ceux qui sont autour de cette table, nous sommes des résistants
Parce que, évidemment, en face de nous, le monde de l'agroalimentaire, le monde industriel nous menace notre art de vivre, notre façon de manger, menace aussi notre santé. C'est un problème de santé publique. Bien manger, c'est la santé publique. Et il faut faire attention à tout. Il faut avoir une démarche de circuit court, bien évidemment, mais aussi de choix des produits. Et puis de faire les choses, on parlait du fait maison, mais de faire les choses au maximum, bien entendu, dans nos établissements, pour que les consommateurs soient rassurés. Aujourd'hui, l'art de vivre à la française passe avant tout par rassurer les consommateurs de façon simple et de ne pas complexifier les choses. Nous, chez les maîtres restaurateurs, on sait ce que c'est vertical. On a un cahier des charges qu'on doit respecter. Mais on sait bien quand même qu'on n'est que 3 000 en France, 94 000 restaurants, places assises, services à table. 3 000, ça ne fait pas beaucoup. On considère sur les dernières statistiques qu'il y a 8 000 restaurants en France qui font tout maison et qui font des produits bruts et frais. Ça ne fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. C'est de la vigilance, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, c'est de la vigilance au quotidien. Bien sûr. Au quotidien, nous devons nous battre pour que ce art de vivre à la française, cette façon qu'on a de manger, cette façon qu'on a de cuisiner, que ce soit dans les familles, dans nos restaurants, dans les écoles, dans les EHPAD, partout où on mange, il y a 20 millions de personnes en France qui tous les jours mangent à l'extérieur de leur domicile. 10 millions dans la restauration collective, 10 millions dans la restauration commerciale. Donc voilà, c'est le schéma, le fond du tableau est posé. Exactement. À nous d'être des résistants. Justement, Jackie, parce qu'on a besoin d'un picard des fois. Oui. Ce qu'a dit Alain, moins de sucre, moins de gras, moins de sel, mais toujours en privilégiant l'authenticité des produits agricoles, circuit court, le goût, bien évidemment, bien sûr. mais bien travaillé, Ah oui, bien convaincu. cuisiné. Ouais. Convaincu, surtout que moi j'ai pas. Alors bien sûr des chiffres. Là on a parlé des chiffres et on se rend pas toujours compte parce que ce qui est important à mon sens, c'est qu'on soit bon dans son territoire et avec les gens avec lesquels on va croiser. Et si moi j'ai un producteur de pommes de terre par exemple, il m'envoie par WhatsApp, message qui est plus âgé que moi et qui m'envoie par WhatsApp, il dit Jackie, est-ce qu'il faut des pommes de terre, on le fait livrer. Donc voilà, on a aussi des gens qui collectent pour nous. Des gens qui travaillent des circuits courts. J'aime pas trop parfois la définition de circuit court parce qu'on parle d'une définition qui est moderne alors qu'on a toujours été local avec les gens du territoire. Sinon que les parents ont cédé les affaires aux enfants, mais même eux ont évolué avec leur temps. Donc ça c'est formidable d'amener des produits de valeur nutritive, de les amener et de consommer de territoire. Ça, c'est avant tout ce que chacun d'entre nous devrait faire dans les familles. Donc on a un rôle à jouer, nous, professionnels, c'est de sortir de nos cuisines, de faire un peu de marketing, je dirais, d'être là, comme aujourd'hui, on est là aujourd'hui avec vous, et d'en discuter, d'en parler, et de prouver que tel et un tel fait des bons produits et qu'il faut se le partager. Michel, on est sur aujourd'hui une société où on vit des bouleversements, forcément sur la fréquence des repas. On nous a rajouté des temps de repas. On est maintenant plus sensible aux allergènes. On est plus sensible là aussi à manger vegan, à manger flexitarien, à manger végétarien. Est-ce que l'art de vivre à la française doit finalement prendre en compte là aussi toutes ces tendances sociétales? Bien sûr, je crois que l'art français, c'est déjà de prendre soin, en quelque sorte, des... Micro, attention micro. Oui, comme je le disais, tout à fait. En quelque sorte aussi, nous sommes des praticiens de la médecine, puisque nous essayons de faire bon. Et aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour faire bon. Et bon, c'est vrai qu'il peut y avoir la grande cuisine coûte cher, mais on peut très bien manger pour très peu. Maintenant, comme on dit, avec les circuits courts, on trouve des produits, des maraîchers à portée à quelques kilomètres de chaque établissement, que ce soit même à Paris ou enfin avec la banlieue parisienne où on est assez gâté. L'Île-de-France, c'est un pays, l'élevage, la culture, les maraîchers, on est assez gâté. Donc oui, il faut faire très attention à la nourriture. On ne peut plus manger comme autrefois. Du reste, on le voit à nos physiques. Hein. C'est un fait. Aujourd'hui, on a tous les produits pour bien manger, mieux manger. Alors, justement, je vais vous laisser peut-être lever le doigt pour prendre la parole. On voit que cette transition sur l'agriculture, elle est facile. Le circuit court, vous savez, elle est proche de chez vous. On a aussi des produits sous label, puisque je m'adresse là aussi
au maître restaurateur. Vous jouez pour 4 ans finalement par décret votre engagement en tant que maître restaurateur. L'agriculture a développé des signes officiels de qualité, le label rouge, l'IGP, les AOP, AOC, le bio, la STG qu'on connaît moins bien, mais en tout cas qui peut faire avancer. Est-ce que là aussi, dans la gestion de vos cartes, dans la gestion de vos mercuriales, l'idée là aussi de santé, nutrition, circuit court, en tout cas agriculture engagée, ça fait partie d'une correspondance? Ah mais bien sûr, c'est tout à fait nécessaire. Moi, j'ai fait mon apprentissage en 1964, il n'y avait pas tous ces trucs-là, mais au fur et à mesure de notre progression dans le métier, ben, on est obligé d'en tenir compte. Hein. Ne serait-ce que, je vous dis, pour faire bon, il faut du bon au départ. Hein. Alors, voilà. Catherine, je t'interpelle parce que moi, je vais au restaurant. Alors, c'est vrai que j'ai vu les QR codes fleurir ici et là, plus pour me mettre les prix. Et je te taquine un tantinet, bien évidemment. Et puis la carte, mais on aurait pu avoir via ces QR codes aussi, pourquoi pas, des 30 secondes, 20 secondes pour qui voir l'éleveur dans son champ, qui voir le maraîcher. Ça peut être intéressant. Vous êtes ambassadeur là d'un art de vivre. Vous êtes aussi, je dirais, des intercesseurs. Et la carte, en tout cas, est un moment singulier qui nous fait saliver. Et puis, il y a un moment, il va falloir choisir. Vous pouvez transmettre l'info. L'art de vivre, c'est la conséquence. Et en fait, pour maintenir l'art de vivre, effectivement, on a tout un schéma, la transparence, la transparence des produits, d'où ils viennent. Et c'est vrai que la carte est le vecteur de cette transparence pour défendre la filière de nos producteurs et éventuellement des transformateurs, parce qu'il peut y avoir aussi un peu de transformation de ci, de là. Donc pour nous, je pense que on a à révolutionner effectivement la présentation des produits sur nos cartes. À la fois, même si on a une restauration traditionnelle, effectivement, peut-être trouver des possibilités avec le digital, on arrive à faire plein de choses, mais on a aussi une clientèle qui aime bien la carte à l'ancienne. Mais en tout cas, faire transparence sur l'origine des produits, d'où ils viennent, comment ils sont produits, si c'est de l'agriculture locale ou pas, mais surtout, la filière, elle doit être en tout cas mise en avant. Je ne sais pas, vous qui êtes restaurateur, mais cet art de vivre, voilà, il doit être documenté. C'est vrai que sur le temps du repas, le temps de l'analyse de la carte, le service en salle n'est pas toujours facile. Il y a un temps qui est réservé parce qu'il faut servir tous les clients sur le temps du midi. Distiller de l'information justement sur l'origine de vos produits, ça vous semble une cohérence? C'est quelque chose à développer, à imposer? Je ne sais pas, je vous laisse réagir. Hein. Franck, il y a des micros qui circulent. Hein. Ouais. Oui, alors moi je pense qu'effectivement, oui, il faut que notre métier, c'est aussi d'informer notre clientèle, de dire, ben voilà, on travaille tel produit. Effectivement, sur nos cartes, moi je parle pour ma région, je mets en avant les produits locaux. Donc, et bien les cuisiner. Eh bien, écoute, sur ma carte, si je travaille par exemple un fromage qu'on a goûté, le Chevillon par exemple, il est de chez moi, il est à 2 km de chez moi. Et tu mets le nom du producteur? Alors, oui, je mets le nom du producteur. On a pas mal de produits, nous, en Haute-Marne. On a du champagne, bien sûr, mais on n'a pas que ça. Mais on met toujours le nom des producteurs, on informe beaucoup les clients. Et je pense que après, les gens, ils ne sont pas dupes. Hein. Quand ils voient un bon produit, quelque chose qui est bon et qui est un bon produit, de toute façon, il n'y a pas besoin de mettre 36 000 artifices. S'il est bon, les clients ne sont pas fous. Ils vont voir que c'est quelque chose de bon et on ne se moque pas d'eux. Je dissocie là deux choses. Le fait que ce soit bon, ça c'est indéniable. Mais le fait qu'on soit aussi informé, que vous puissiez être finalement dans cet art de vivre à la française, des ambassadeurs sur une agriculture qui finalement vous fournit les produits. On voit bien qu'il y a un langage commun qui des fois est en rupture. On vient de vous imposer la transparence sur l'origine de viande. J'écoutais ce que disait M. Fontaine. C'est vrai qu'il y a à peu près 8000 restaurateurs qui font vraiment du fait maison. Nous, on ne peut pas se battre individuellement, même en corporation, contre les industriels qui font tout et n'importe quoi. Mais par contre, à notre échelle, notre devoir, c'est aussi d'informer et de dire aux gens, voilà, on a un bon produit, on le valorise. Catherine me souffle l'éducation au goût. On est face à cette industrialisation, à une standardisation du goût. C'est peut-être finalement notre pire ennemi sur les nouvelles générations, qu'on leur donne des marqueurs avec des produits industrialisés. Alors on parlait de sucre, de gras, finalement de sel. Voilà, des marqueurs qui ne vont pas. Alors l'éducation au niveau des enfants, elle est plus que primordiale à notre niveau. C'est-à-dire que ça doit être chaque chef dans son coin doit pouvoir le faire.
Aujourd'hui, moi, quand je rencontre des enfants, aujourd'hui, pour faire du pain, c'est comme faire une pâte à gâteau. C'est incroyable à ce niveau qu'on en arrive là. Donc, c'est juste leur apprendre, monter des petits ateliers, leur expliquer que le pain, c'est juste fait avec de la farine, de l'eau et un peu de levain ou de la levure, et non pas des œufs et du lait, comme ils peuvent le croire. Et derrière chaque producteur aussi, c'est important, il y a un produit, ils vont manger du poireau. Ils n'ont pas conscience que derrière, il y a quelqu'un qui va aller dans le champ, le cueillir, etc. Et donc, c'est important aussi. Dans mon secteur, en fin de compte, les choux, ils ne les connaissent pas. Pourtant, ils en sont entourés toute l'année, ils ne savent pas ce qui pousse dans les choux. Donc, moi, je milite beaucoup pour les semaines de goût, tous les ans. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Rassembler les producteurs, les faire ramener autour de nous. Et chacun travaille son produit et les fait découvrir aux enfants. C'est rien, mais le poissonnier, faire toucher du poisson aux enfants, se rendre compte qu'il y a des écailles, qu'il y a des poissons différents, qu'il y a des carcasses de homard ou des crabes avec des duretés différentes, et ben ça commence à les emmener. Et après, ils veulent goûter. Ça ne les dérange pas du tout de goûter un morceau de pâté avec le petit cochon à côté. Franck, je te donne la parole. Juste, je sollicite Paul parce que, tu vois, Paul, je ne sais pas comment tu voulais réagir, mais on vous demande, vous, agriculteurs, d'ouvrir vos fermes. On vous demande, vous, agriculteurs, d'avoir des programmes de pédagogie. Les restaurateurs, on y est, en tout cas pour celles et ceux qui y sont engagés. Il y a vraiment une similitude d'aller au-delà de son métier pour quelque chose d'essentiel qu'est notre alimentation. On devrait nativement, en tout cas, être informé, en tout cas s'en préoccuper. Ça me semble singulier, ça. Oui, simplement rebondir sur ce que vous venez de dire en termes d'éducation. Dans le cadre d'Agri-Demain, je circule dans les écoles pour parler de mon métier de paysan. Voilà, je suis paysan, je fais telle et telle chose. Je suis également élu dans ma commune et je participe aux réunions de parents d'élèves. On a une grande école dans notre commune. Là, il y a 500 ou 600 primaires qui sont là. Et je suis toujours frappé d'abord quand je vais visiter, présenter mon métier dans les écoles, frappé par les questions des enfants qui sont finalement très loin de notre réalité, aussi bien de ce que je fais moi, mais aussi de ce qu'ils mangent, qu'est-ce que tu manges, et frappé aussi dans les réunions de parents d'élèves par la réaction des parents. La réaction des parents qui, assez régulièrement, critiquent ce que l'on présente aux enfants, ce qu'on sert aux enfants au réfectoire. Hein, ma fille n'aime pas les lentilles, c'était des lentilles, voilà. Il faut qu'elle goûte. Comment ? Il faut qu'elle goûte. Mais oui, il faut qu'elle goûte. Mais on est tenté de demander aux mamans, mais expliquez-moi ce que vous donnez à manger, qu'est-ce qu'il y a dans votre frigidaire. Critiquez les menus de la cantine qui sont équilibrés, il y a des lentilles, mais il n'y a pas que des lentilles. Hein, et je crois qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, parents et enfants. Ouais, on va s'y interroger. Franck, tu voulais réagir ? Je voulais donner une note assez optimiste malgré tout à tous nos propos, parce que j'ai retrouvé dernièrement un sondage IFOP qui a été réalisé au moment où on a créé le fait maison. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'apprendre que 92% des Français interrogés pensent que le fait maison, c'est une bonne chose. Donc on a la voie, on a les agriculteurs, on a les restaurateurs, et il faut effectivement s'engager sur ce que certains appellent la transparence, et ce que nous, ici, on appelle l'information, et qu'on appelle dans le secteur la carte. Oui, il y a un temps nécessaire à la prise de commande. On ne peut pas servir tout le monde en même temps, mais moi, chez Alain Fontaine, j'ai de quoi m'occuper. Je sais exactement où il achète ses produits parce que c'est indiqué. Je sais où il trouve ses vins. Et je sais même ce qu'il fait de ses biodéchets. Alors ça, j'allais Donc y venir, je sais justement. tout ce qu'il fait dans sa maison. Donc je me dis, j'ai affaire à un professionnel qui est capable de dire et d'écrire noir sur blanc les bonnes pratiques qui sont les siennes. Et quand il fait ça, il me rassure et il rassure tous les clients de sa salle. Et le résultat, c'est qu'on revient. Alors justement, je te donne la parole, Benoît. Juste, je voulais intervenir auprès de toi, Alain. Tu évoquais le fait maison et puis j'écoutais, c'était ce matin, à un hasard d'ailleurs, un reportage Gina, on était dans les années 90, où un bon repas était autour de 90 francs. Je dis tiens, c'est pas si déconnant que ça aujourd'hui. Un bon repas, on est autour de 90 euros. Je te rassure, cher Alain. Mais justement, la mercuriale, elle est essentielle. Comment justement on intègre
dans la préparation de ces repas, je dirais des produits qui ont une valeur ajoutée, mais qui ont un coût quand même produit un peu plus cher. C'est possible parce que vous le faites tous les jours. Alors, on recherche des produits. Et le prix, on le regarde. Mais les bons produits ne sont pas obligatoirement plus chers. Bien sûr. Ce qui nous prend du temps, c'est la recherche. Quelque part, on a maintenant une multiplicité de produits, une complexité de produits qui fait qu'il faut trouver le bon. Il faut trouver le producteur à proximité pour telle ou telle chose. Alors je dirais qu'à Paris, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'en province, c'est vrai. Mais c'est pas impossible. Malgré Rungis, ça là? Alors, non, Rungis, attention. Clin d'œil. Rungis, même à Rungis, il faut que tu cherches le bon producteur. Ouais. La volaille, le ceci, cela. Donc Rungis est important pour nous. C'est un véritable grenier. Mais il n'y a pas que Rungis. Rungis, moi, c'est 80% de mes approvisionnements. Mais il me reste mes volailles qui viennent du Gers, ceci, cela. Mais si tu veux, il faut rechercher le bon produit. Après, il faut écouter les clients. Les clients, il y a, dans les années 90 que tu parlais, ils subissaient un petit peu la carte qu'on leur proposait. Aujourd'hui, c'est interactif. Ils regardent la carte, ils sont informés, ils viennent pas, ils veulent voir ce qu'il y a sur la carte. Nos cartes racontent des histoires très différentes des années 90. La provenance, le type de produit, les produits ont changé. On est en train de remettre les abats au goût du jour, on en a fait tout à l'heure, mais les abats avaient disparu de nos cartes au début des années 2000. Donc si tu veux, nous sommes aussi des passeurs des passeurs de tradition et de transmission. Donc le travail maintenant du chef de cuisine, du restaurateur, c'est la recherche. Alors, tu vas penser recherche dans le plat. Bien sûr, on cherche toujours les épices qu'il faut, les parfums, les odeurs. Mais on recherche aussi les fournisseurs. On recherche à bien faire quand on est passionné. Parce qu'on sait que de l'autre côté de la barrière, il y a des restaurateurs qui regardent la ligne du bas, le profit. Et donc, on est toujours effectivement à se dire, est-ce que ce que je fais va me permettre de faire vivre ma famille et payer mes employés? Et pourtant, j'ai envie de le faire. Parce que je suis passionné, je veux faire plaisir. Tu vois, nous sommes aujourd'hui vraiment le entre deux chaises ou tirer des deux côtés. Ouais. Parce qu'il faut quand même vivre de nos exploitations. Beaucoup de similitudes finalement avec des questions liées à l'agriculture. On a l'impression que tous ceux qui nourrissent les autres se posent la question des fins de mois. On est des frères de combat. Ouais. On est des frères de combat. Moi, il y a un président que j'ai croisé tout à l'heure. Il a dit un jour quelque chose, ça n'a pas été bien repris par la presse. Il a dit, il y a des cendants. Mais en cuisine, en restaurant, il y a beaucoup de cendants. Il y a beaucoup de gens, j'en fais peut-être partie, quand ils calculent les heures qu'ils ont fait, ils sont en dessous du SMIC. Moi, quand j'entends des débats sur les télévisions, des fois, j'entends des problèmes de riches restaurateurs. Très bien. Sauf que 95% des restaurateurs sont des gars qui se battent tous les jours pour payer leurs employés, pour payer leurs producteurs et pour faire vivre leur famille. Bien sûr. Tu sais, on va faire pleurer personne parce que non, c'est pas le but, on est dans l'art de vivre. Hein. Les agriculteurs pourraient pleurer plus que nous. Mais faire vivre nos familles, c'est difficile des fois. Ouais. On fait plus de spaghettis que de viande des fois chez nous, alors qu'on nourrit bien nos clients. Et les agriculteurs, c'est la même chose. Donc on est des frères de combat avec l'agriculture et on est des frères de combat pour cet art de vivre qui est une exception française et que tout le monde nous envie. Mais c'est une bataille pour arriver à ça. C'est jamais facile. Au quotidien, se remettre en question tous les jours. Pareil que pour les médecins. Mais nous sommes avec l'agriculture française des frères de combat. Bon, ça va revenir. Je te donne la parole, Catherine, mais avant, Benoît veut réagir. Benoît. Oui, moi je voulais rebondir sur l'implication citoyenne qui doit être celle de tous par la connaissance. Aujourd'hui, on sait que c'est encore difficile d'apprendre l'éducation alimentaire dans les écoles. On sait qu'il y a encore pas mal de directeurs d'école qui sont réticents à enseigner tous ces savoirs autour de l'agriculture et de la gastronomie et de la connaissance des produits surtout. Et pour moi, il y a une vraie prise de conscience qui doit être collective et s'impliquer aujourd'hui dans nos associations, qu'elles soient agricoles, culinaires, gastronomiques, de défense des produits et la promotion des productions, doit être vraiment nécessaire et engagée par le plus grand nombre. Justement, sur l'art de vivre, oui, Catherine. Pour compléter ce que vient de dire Alain,
la dernière étude Xerfi a ressorti que dans la restauration, la moyenne des marges nettes est de 3%, ce qui est très très faible sur un bilan. Alors, je complète ce que vient de dire Alain. C'est scandaleux d'entendre certaines choses à la télé. Le deuxième sujet, c'est aussi la disponibilité des produits et le marketing qui en est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le produit qui vienne de France, d'un producteur local ou de l'autre côté de la planète, parfois le produit qui vient de l'autre côté de la planète est moins cher que la production française. Et ça, évidemment que ça perturbe le consommateur. Donc on a besoin d'une traçabilité optimale là-dessus et de remettre l'église au milieu du village. Simplement parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent avec des normes qui ne sont pas toujours les mêmes que les normes de l'autre bout de la terre. Et que le consommateur, et je ne parle pas le consommateur qui est aussi notre client, quand il va faire ses courses sur le marché, il va avoir des prix à peu près analogues à ceux qu'on achète. Et quand il va voir dans certains discounts de grandes surfaces alimentaires, c'est pas du tout la même chose. Et ils ne comprennent pas que dans l'assiette, qu'un prix chez eux, il va revenir à 3,50 €, il va revenir à 15 €. Et l'éducation au goût, là-dessus, elle est de le bien manger. Le bien manger, c'est bien se nourrir. C'est pas trop se nourrir parce que, je reprends des propos à Guillaume Gomez, on a aujourd'hui 20% de moins de 21 ans de nos jeunes générations qui sont en surpoids, voire en obésité. Ça veut dire que là aussi, on a un vrai problème. Donc revenir sur les fondamentaux, des plats traditionnels, et puis le sourcing produit reste. Et que bien manger, c'est pas faire de l'économie sur manger pour s'acheter un beau téléphone portable. Alors, je vous pose une question, là, pareil, avant que je donne la parole à Jackie, mais à vous écouter, vous avez vos confrères boulangers qui ont su prendre cette révolution du temps du repas. On est aujourd'hui avec le snacking à 7 phases de repas, je dirais, possibles dans une journée. On l'a vu parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives avec des restaurateurs qui ont fait du sous-vide, des restaurateurs qui ont fait des pots. Mais est-ce qu'on ne doit pas penser le restaurant maintenant avec le temps de l'assiette, mais le temps du emporter? Je ne sais pas qui veut réagir. C'est-à-dire qu'un restaurant n'est pas que sur le lieu physique, il est aussi sur j'embarque et je réchauffe chez moi les petits plats d'Alain Fontaine. Non, c'est une hérésie ça, Alain? Je te vois tiquer. Mais pour autant, on a perdu, vous perdez la fréquentation du midi, c'est compliqué? La vente à emporter est un accessoire, qu'on soit très clair. Parce qu'un restaurant, c'est je m'assois à table, on me prend la commande. C'est un art de vivre à la française. Et le restaurant, il faut que ça soit bien défini. Contrairement à d'autres pays qui l'ont déjà fait, aux États-Unis par exemple. Mais un restaurant, c'est quelque chose de particulier. C'est pas un fast-food, c'est pas une sandwicherie. Et donc, oui, la livraison emportée, elle a eu son utilité, on le sait, pendant le Covid. Mais soyons prudents. En plus, si tu veux, avec la traçabilité qu'on nous impose aujourd'hui, et encore il y a 8 jours, il faut savoir que ce qu'on a appelé les dark kitchen ou la livraison à domicile n'a pas cette obligation-là elle n'a l'obligation que de la viande bovine. C'est-à-dire qu'on te livre, tu ne sais pas d'où vient la volaille. Tu as commandé, tu ne sais pas d'où vient la volaille, d'où vient l'agneau ou le porc. Donc si tu veux, oui, pour des recettes accessoires, mais il ne faut pas que ça soit le principal, parce qu'autrement on va perdre ça. Et notre art de vivre, c'est ça. Hein. C'est pas de se retrouver devant l'ordinateur avec un plateau. Hein. C'est pas ça l'art de vivre. Alors, on l'a vu, Jackie, tu voulais intervenir, parce que j'ai une autre question qui me brûle les lèvres. En même temps, il a complètement raison. Parce que ce n'est pas notre travail. C'est un métier, c'est une autre demande. L'art de vivre à la française, à la limite, si on achète un plateau de fromage, les jeunes, moi j'ai déjà vu ça chez les fromagers par chez nous, ils achètent un plateau de fromage, ça coûte une certaine somme, et quand on l'a divisé par 5 ou 8, on s'aperçoit que c'est très correct, et du coup, ils passent un bon moment. Et ils sont chez eux, dans un gîte ou autre. Donc voilà, ça existe, ça marche très bien, et c'est une bonne chose. Nous, on a un vrai travail, un vrai métier, de transformation de produits. On va à la recherche du produit. Et après, on doit le transformer. Et on a tous les textes de loi qui nous impliquent une hygiène, d'une réglementation sévère, qui est normale. Puis d'un coup d'un seul, on va dire, écoutez, vous pouvez l'embarquer. Faites le coucher de soleil, repartez. Moi, c'est un établissement de tourisme. Repartez, faites 200 km pour retourner au fin fond de la région. Et les denrées sont encore dans la voiture en plein soleil ou parce qu'il a fait très chaud. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de sens les plats emportés si on n'est pas des professionnels des plats emportés. Qu'on vienne consommer sur notre territoire, qu'on consomme dans nos établissements, qu'on puisse aller chercher nos produits, dire c'est chez tel éleveur, chez tel marché, sur tel étal, on fait vivre les gens du territoire. Et là, c'est le moment d'aller acheter et de repartir avec.
Il y a tellement de points positifs dans notre profession. Il y a tellement de... Moi, je le vois dans le département de la Somme, sur le littoral, entre la baie Somme et la baie d'Authie, on a des producteurs, on a des éleveurs, on a des agriculteurs. Et bien, nous, on travaille avec eux. Ils sont très contents de nous d'amener leurs marchandises. C'est l'occasion de sortir de chez eux, de discuter. Ils sont très contents de savoir ce qu'on va en faire de leurs produits. Dès à partir de ce moment-là, on a créé des liens. Les liens-là, ils sont incroyables. D'ailleurs, on arrive à avoir une histoire. Là, j'étais avec des patatiers, c'est comme ça que je les appelle. Il y avait un repas d'entreprise pour eux. Et ils me racontent que le papy me raconte que quand il était gamin, ils n'allaient pas à l'école parce qu'il fallait qu'ils aillent aller chercher les dorifores dans les patates. Parce qu'on n'existait pas encore les traitements. Donc vous voyez ce que je veux dire, ils avaient envie, ils ont envie de parler de ça. Nous, il faut qu'on prenne le temps aussi de les écouter, bien sûr. Mais dès qu'on crée ces liens du territoire, je peux le faire avec les poissonniers. J'ai une dame avec qui j'achète des coquilles. Je faisais un contrat de gré à gré du bateau pour avoir les coquilles Saint-Jacques au Crotoy. D'un coup d'un seul, les affaires maritimes m'ont tombé dessus pour donner des informations. Il fallait que je fasse des déclarations. Donc Myriam, la femme du pêcheur, 3 bateaux, a créé sa poissonnerie comme mareyeur, a mis son papa dans le coup qui est à la retraite pour pas le laisser seul. Et du coup, moi, je prends uniquement mes coquilles à eux. Mais il faut voir le bonheur. Je lui dis, mais pourquoi tu amènes tes coquilles? Tu pourrais les vendre aux mareyeurs et à Boulogne, on n'en parle plus, ou au Tréport. Ah non, mais Jackie, j'ai besoin de savoir comment tu le ressens, qu'est-ce que tu vas en faire, et ceci et cela. C'est le lien du territoire. On a tous des liens du territoire autour de chez soi. On a juste besoin de les relier. Et après, on va dicter, on va dire, on va annoncer. Moi, je suis très réseaux sociaux. Et j'annonce, c'est la saison. C'est pas la saison du produit, c'est le moment du produit. Il y avait un cultivateur, il me dit, Jackie, on ne pourra jamais vous donner les légumes. C'est une association qui est Baie Somme Zéro Carbone, avec les chefs de la baie. On ne pourra pas vous donner les légumes, parce qu'on n'en aura pas assez. Mais ce n'est pas le problème. Et ça a quelques années en arrière. Ce n'est pas le problème. Vous nous dites quand vous les avez. Si ça dure que 2 jours, ça ne durera que 2 jours. Et on passera à autre chose de leur production. Et voilà. Et du coup, on a créé des liens. Et ces liens, ils sont magiques. On se voit, on se revoit, on boit un verre ensemble, on peut passer une balade. Voilà, on a identifié chacun d'entre nous. Ouais. Et aujourd'hui, les collectivités locales, notamment en baie de Somme, ils font appel à ces éleveurs, ces pêcheurs, ces producteurs. Et ils cuisinent parce que ces chefs-là ont envie d'être un peu comme nous. Et nous, on a envie d'être un peu comme eux. Donc, on va dans ces collectivités pour dire, prêcher la bonne parole. Alors, je voulais aussi vous relancer sur quelque chose qui me semble fondamental, c'est qui sont les transmetteurs du goût. On en connaît 2 principaux qui sont victimes finalement de lobbyistes de l'agro-industrie, c'est l'alcool et le gras. On voit bien que les Nutri-Score ont envahi pas mal de nos produits. Un jour, on pourrait peut-être, j'espère qu'il n'arrivera pas de mon vivant, mais avoir des Nutri-Score en restauration. Alors Franck, Catherine, vous qui êtes au sein des syndicats, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de choses comme ça. Prends le micro, Catherine, mais on voit bien que d'un seul coup, le monde est fou, parce que s'il y a bien un art de vivre à la française, il faut préserver, et on le voit dans nos étals de la distribution, les mauvais Nutri-Score sont sur nos produits de terroir. Alors ça, c'est ce qu'on croit. Oui, bien sûr. Non, les Nutri-Score, je ne crois pas. En tout cas, tant que je serai présidente, ça n'arrivera pas chez nous. On respire, reste présidente longtemps. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Le Nutri-Score est une indication, et aussi, je parlais de marketing tout à l'heure, mais peut-être pour améliorer aussi certains producteurs et transformateurs industriels à en tout cas mettre un peu moins de sel, faire un peu plus attention, un peu moins de sucre et choses comme ça. Évidemment que ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans la cuisine de nos chefs et à la sortie des champs de nos agriculteurs. Mais cela dit, on a besoin de dire la vérité des choses aussi. C'est qu'il y a aussi des enseignes, il y a aussi des produits qu'on trouve dans la grande surface et ailleurs. Enfin, pardon, mais c'est affreux pour le corps, pour la santé, pour tout ça. Et il faut quand même le dire. Donc, le consommateur a besoin d'une référence. Bien sûr. Et il s'identifie par rapport à ce marketing qui est fait. Mais c'est à nous aussi de travailler au niveau des pouvoirs publics pour faire évoluer ce Nutri-Score. Je vais encore citer Guillaume Gomez qui n'est pas là. Mais Guillaume Gomez est le premier à dire le gras, c'est bon pour la santé. Mais pas n'importe quel gras. Exactement. Alors, vous êtes quand même à féliciter à plus d'un titre sur l'art de sublimer vos produits. On n'est pas en reste, et Alain l'évoquait, il y a restaurants et restaurants, il y a forcément les maîtres restaurateurs, des restaurateurs, mais on parle souvent des sauces, on voit bien qu'il y a des sauces lyophilisées, il y a des sauces qui ne sont pas faites au restaurant. L'art de vivre à la française, c'est ça, c'est quand on parle de transparence, je prends la sauce parce qu'elle idéalise finalement
je dirais, une économie de temps, une économie qui finalement fait abstraction aussi de la formation des métiers en amont et de la désillusion finalement de jeunes qui prennent possession de leur métier quand ils tombent sur, je ne vais pas dire le mot de restaurateur, mais des gens qui... Des assembleurs. Des assembleurs. Merci Catherine de me souffler le bon mot. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les normes ont tellement changé dans notre secteur d'activité depuis, messieurs, vous le direz mieux que moi, c'est-à-dire qu'un coup on a le droit à des planches en bois, après c'est des planches en plastique, après c'est des machins. Après on nous change, on n'a plus le droit à ci, plus le droit à ça, il faut... je pense au fond de sauce. Je pense aux carcasses de volaille qu'on réutilisait. Enfin, à chaque fois... Oui. Et donc on a aussi besoin de rationaliser les choses et que je dirais que là, nos pères et les chefs ont leur mot à dire et tout leur mot à dire et c'est eux qui doivent être écoutés, comme les agriculteurs qui doivent être écoutés là-dessus. Et je crois que le pouvoir politique ne devrait pas avoir de mainmise là-dessus, sauf dans la santé. Il y a le bien manger parce que le bien manger se traduit avec la bonne santé. Alors justement, cet art de vivre à la française, Pascal, je sais qu'au sein du GHR, tu l'évoquais, maître restaurateur, engagé auprès des jeunes, mais surtout de celles et ceux qui fréquentent ton restaurant, engagé d'ailleurs pour plein de missions, parce que quand on te sollicite, tu réponds souvent présent parmi tous tes confrères, bien évidemment. Tu vas devenir au sein du GHR l'ambassadeur du bien manger. Il fallait définir une mission... Oui, mais au sein du GHR, va y avoir une... Tu peux m'expliquer ? Oui, c'est une mission que j'ai prise avec grand plaisir. Alors, qui retrace un petit peu l'histoire du restaurateur qui fabrique, tout simplement, où on va chercher nos producteurs, on rencontre nos partenaires, et ça finit par faire une grande famille avec laquelle on connaît chaque maillon et on peut évoluer au fil des saisons, tout simplement. Et cette grande famille, elle est très importante parce que là, on parlait, je veux juste revenir en arrière, on parlait des produits, des biodéchets, tout ça. Mais elle commence déjà dans l'assiette à partir du moment où on décide de travailler un agneau. Avant, on prenait les beaux quartiers. Aujourd'hui, on va chercher les petits morceaux, on va le chercher jusqu'aux oreilles s'il faut, le foie, les poumons et tout ça, et on va chercher chaque morceau. Et aujourd'hui, chaque légume est travaillé aussi pareil, chaque volaille, chaque morceau. Autrefois, on jetait certains morceaux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tout est transformé. Alors bien sûr, on ne va plus le transformer comme autrefois, en faire des fonds ou quoi que ce soit, mais on va les valoriser de façon autrement. La cuisine a vachement évolué, moi je trouve, depuis une vingtaine d'années quand même. C'est Bocuse qui nous a bien mis le pied à l'étrier. Et il nous a débarrassé de toutes ces casseroles avec tout le matériel moderne aussi, qui nous a bien épaulé quand même. Aujourd'hui, on fait des cuissons basse température, on peut faire des choses comme ça, on travaille sur le sous-vide aussi. Et c'est bien démocratisé, ça nous permet d'aller des cuissons et de se faire plaisir pour alléger aussi les cartes. Et pouvoir étaler certains produits pendant quelques jours. Sur cette filière, je vais revenir sur le GHR. D'abord, c'est une grande famille. Moi, je suis venu parce qu'ils défendent les restaurants indépendants. Ça, c'était la première chose qui m'a fait venir et changer à un moment donné mon fusil d'épaule. Et je me suis retrouvé au niveau de cette famille parce que c'est les mêmes valeurs que j'ai retrouvées au niveau de mon restaurant, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une grande famille et on est une grande famille et on sait s'épauler. Et quand Catherine m'a appris ça, j'étais très heureux de pouvoir porter cela au niveau du GHR. Alors justement, Benoît Potrat, tu es là, tu présides les confréries de France. On a le plaisir d'être tous les deux à la tête de Vaudringis. Alain, je crois que tu y es aussi. Un petit rictus qui acquiesce de quelques rituels où il faut téter un peu, une tête de vieux. Les confréries ne sont pas en reste parce que ça fait plaisir à Catherine. Vous allez signer un partenariat parce qu'elles ont changé, ces confréries. Certes, elles portent le folklore, mais aujourd'hui, elles sont, je dirais, des nids de transmission, d'intergénération. Tant finalement, 1500 sur le territoire, ça commence à compter, à défendre les pratiques agricoles, à défendre les pratiques des cuisiniers, et pas que, bien évidemment. Le fait que vous soyez reconnu patrimoine immatériel, c'est fondamental, à l'instar des bistrots et cafés. Exactement. Alors déjà, moi, je voulais remercier Catherine de nous donner l'opportunité de signer ce partenariat et ce rapprochement. Donc oui, en effet, on vient d'obtenir la reconnaissance du patrimoine culturel et immatériel France en vue de l'obtention du label à l'étape d'après à l'UNESCO. Donc je pense qu'Alain a dû engager aussi les démarches de son côté. Nous, on reflète toute la diversité des productions. Toute la diversité des productions agricoles françaises sur tous les territoires. Mais on reflète aussi et on défend aussi, on sauvegarde aussi les gestes et les savoir-faire de ces recettes.
Donc c'est pas uniquement les produits bruts, mais également la transformation et la première transformation. Donc il y a 3 missions principales. La première, c'est la sauvegarde. La deuxième, c'est la valorisation, la transmission par la connaissance. Et puis la quatrième, c'est d'assurer l'expansion et la défense de toutes celles qui ne sont pas encore créées, quoi. Toutes les confréries qui ne sont pas créées. Alors à chaud comme ça, Benoît, comment vois-tu une symbiose justement entre confrérie et restauration? C'est l'idée là aussi d'avoir un document. Comment on peut justement mieux s'articuler pour qu'à un moment, un restaurateur, au-delà d'être membre d'une confrérie, puisse être aussi un relais d'information, un reflet de ce qui se passe sur le territoire? C'est presque la loi Egalim, mais portée en termes d'éthique. C'est presque une loi Egalim d'éthique, on pourrait l'appeler, hein, parce qu'on n'a pas d'intérêt financier particulier, nous, en tout cas, confrérie, parce qu'on est totalement indépendant de toute activité commerciale. Par contre, on a, en termes de visibilité, d'image et de culture, tout a gagné à se rapprocher du mouvement de Catherine. Ouais. Alain, parce que les bistrots et les cafés, tu as de doubles casquettes, tu peux t'essuyer les commissures d'élèves, bien sûr, c'est possible. C'est bon donc. Ah oui, on se régale ce midi? Oui, ça va, c'est bien. C'est ça les salons également. Alain, très sérieusement, les bistrots et les cafés, érosion à l'image de nos paysans. La disparition de toute façon des paysans a vu l'effondrement de nos vies rurales, en tout cas. Les bistrots et les cafés, effondrement en centaines de milliers, puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Vous avez réussi à préserver l'âme. Maintenant, il y a tout un espoir devant pour remettre... je dirais dans nos quartiers, dans nos villages, justement des lieux de convivialité? Ces lieux de convivialité dans les villages, mais dans les villes aussi, hein, c'est pareil, sont très très importants. Si tu veux, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la solitude et à l'anonymat de l'humain. L'humain, de par la digitalisation, de par l'IA et tout ça, se retrouve de plus en plus seul. Or, l'humain est fait pour vivre ensemble. Nous sommes faits pour vivre, mais dans le bon sens du terme, en meute. On a besoin de vivre ensemble. Et les bistrots, les cafés, dans les villages en particulier, c'est très important. Leur existence, on est passé de 500 000 bistrots en 1900 à aujourd'hui moins de 40 000 bistrots et cafés. Donc évidemment, on parle de déserts médicaux, mais on peut parler de déserts de sociabilité. Ces bistrots et ces cafés étaient des catalyseurs de sociabilité parce que se trouvaient dans ces bistrots et des cafés les associations, mais aussi les agriculteurs, les notaires, les médecins, les maîtres d'école qui partageaient. Ils ont disparu. Donc évidemment, leur disparition est un symbole très fort d'un modernisme qui oublie l'humain. L'humain n'est plus au centre l'humain n'est plus au centre de l'humain. C'est-à-dire qu'on pense plus, on pense en masse, on massifie les femmes et les hommes, et on ne pense pas que c'est des individus. Et ces individus ont besoin de repères, et le bistrot et le café était un vrai repère de partage. Tu l'incarnes bien, cet art de vivre à la française, parce qu'on voit bien qu'il y a cette préoccupation des maîtres restaurateurs, mais ce côté populaire, c'est l'œuf dur du matin qu'on retrouvait sur le coin du zinc avec son petit pot de sel qu'on adorait en tout cas manger. Tu m'as affirmé l'autre jour que je pensais que c'était la réglementation qui l'avait fait disparaître, mais non, c'est autre chose. Mais on en a besoin, hein, tu as entièrement raison. Franck. Ouais, Michel, on va te passer un micro, Michel. Moi, juste 2-3 choses comme ça en vrac, puisqu'on est à table et qu'on est là pour parler de façon un peu décousue. L'œuf maillot. J'ai eu la chance, pour une fois, je suis rentré un peu plus tôt que d'habitude à la maison, avant 21h et quelques. Et j'ai pu voir une émission où on sent la plainte, on nous montrait le championnat du monde de l'œuf maillot avec des jeunes en folie. Donc l'alimentaire, c'est source de plaisir et de convivialité, même chez nos jeunes. Ils le savent cela et ils ont plaisir à venir dans nos établissements. Et il faut qu'on retrouve justement cette convivialité, ce plaisir. Et pour le retrouver, il faut qu'on se mette tous à table, alors pas celle-ci, celle du boulot. Il y a des éléments qui vont dans ce sens. Guillaume Gasparian, un ancien ministre et aujourd'hui député, nous a reçus la semaine dernière. Il veut réintroduire le principe de la possibilité pour des maires d'installer des licences dans les villages qui ont perdu leur dernière licence. Ce qui a amené d'ailleurs Alain... Tu parles de la licence 4. Exactement. Ce qui a amené Alain et notre organisation à réagir immédiatement en disant de toute façon, il faut aussi... pardonnez-moi, un dispositif pour préserver la dernière licence et éviter que l'on se retrouve dans ces villages
où on n'a pas ces lieux de convivialité que tout le monde recherche. Voilà, deux petites réflexions rapides. Parole d'agriculteur, j'allais Oui. dire un petit peu, c'était la preuve par l'œuf, ce qu'on était en train de faire, nous. Oui, enfin, parole d'élu. Parole d'élu dans ma commune. J'habite dans une commune de 2500 habitants. Et c'est pas foutu, hein, c'est pas foutu. Dans ma commune, il y avait 3 ou 4 bistrots, il n'y en a plus. Il y avait 2 bouchers, il n'y en a plus. Et alors là, on est dans les années 70. Il y a 2 ans, il y a un boucher qui s'est réinstallé. Il a une affaire qui marche du feu de Dieu. Hein. Il y a un bistrot qui s'est réinstallé. Alors, c'est pas le bistrot de mes parents. Hein. Il a fait un pub, le gars. Mais c'est toujours plein, son truc. Hein. Et tout ça pour dire que c'est pas foutu, quoi. Hein. Il y aura un tour de balancier à un moment ou un autre. Hein. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, faire le lien entre le travail du paysan et le travail des restaurateurs. Et il y a une chose qui nous unit d'abord, c'est la passion. La passion, vous êtes des vrais passionnés, nous aussi. C'est le travail aussi. Hein. Vous disiez, il faut qu'on gagne 3 vies, c'est pas facile tous les jours. Et c'est exactement la même chose chez nous, je vous garantis. Petite ferme ou grande ferme, c'est la même chose. Et on travaille beaucoup et on a des problèmes personnels. Et je suppose que vous avez aussi les mêmes problèmes. Alors merci Paul, en tout cas, c'est des paroles d'agriculteur. L'heure va nous être comptée, Catherine. C'est important parce que le GHR, c'est un syndicat, donc il y a un regroupement, je dirais, d'intérêts, de questionnements. Vous œuvrez du début janvier au 31 décembre avec toutes les problématiques sur lesquelles on ne va pas revenir, mais on les connaît, elles sont nombreuses, bien évidemment. Cet art de vivre à la française, on voit bien qu'il est prédéterminant à finalement peut-être ancrer, à modifier non seulement nos centres-bourgs ruraux, nos quartiers de cité, parce que on a besoin, nous, de ces restaurations qui nous met avec l'entreprise, nous met avec la culture, nous met avec nous-mêmes. Cette érosion, il faut y freiner et puis mettre finalement ce que vous savez bien faire en exergue, l'art de vivre à la française, à tous les prix. Le bistrot dans un village, c'est le centre névralgique de liens, de communauté et surtout de défense du territoire et du terroir. Parce qu'à travers le bistrot, on papote, on discute de politique, on discute entre copains, on fait des fêtes, parfois on commémore les copains. Et puis, mais c'est ce qui fait ce lien. Dans le Grand Ouest, on a eu plusieurs maires qui nous ont appelés, qui avaient perdu tout commerce dans leur village et qui souhaitaient justement, qu'on a soutenu notamment dans le cadre de la réimplantation de licence 4, et qui souhaitent, dans le Morbihan, j'ai au moins 2 maires qui nous avaient appelés sur ce sujet-là, qui souhaitent remettre de la dynamique dans le cœur de bourg, parce que le cœur de bourg, c'est fondamental, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, c'est la connexion entre les personnes, c'est l'humain, et l'humain, c'est ce qui fait avancer le monde. Le jour où il n'y aura plus que d'humain et que l'intelligence artificielle, ça, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faudra lancer une grande pétition nationale pour une signature des maires, en tout cas, à la remise en dynamique, justement, des bistrots et des cafés, parce que forcément, c'est, je dirais, un cœur névralgique. Oui, Jackie. Oui, alors moi, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, là, bien sûr. Hein. Mais surtout, moi, je le vois dans mon département, je vois sur mon territoire, sur mon littoral. Moi, je suis très, très impliqué, tu le sais très bien, Eric. Et je me dis que on est tous acteurs, fédérateurs, ambassadeurs de son territoire, de son chez nous. Et moi, j'ai même sorti un livre, à un moment donné, les gens me le prennent, ils me disent, ils me donnent le sourire, ils le prennent, et ils me disent, ils vont revenir parce que... Et je dis, mais oui, parce que vous devenez, en partant avec le livre, l'acteur et l'ambassadeur de notre territoire. Et ils ont tous, chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, moi, je vais le donner à un tel parce qu'il y a une histoire à raconter. Revenons en arrière, c'est pas une histoire de bien sûr le futur rail, mais il faut reprendre les belles choses qui ont été faites avant et se dire maintenant on va les porter et on va les porter avec tout le monde. Ça c'est important, créer les liens et fédérer avec les autres. Il ne faut pas faire les choses tout seul et jamais tout seul. J'allais dire, si j'avais eu un petit outil de IA, d'intelligence artificielle, j'aurais demandé fais-moi un résumé de tout ce que nous avons pu dire. Je crois que cette IA dont je n'ai pas besoin ce midi m'aurait dit l'art de vivre à la française, c'est une croissance responsable. On voit bien que si tous ensemble autour de cette table, on œuvre, on émule, finalement notre alimentation sera au cœur finalement de notre quotidien, avec finalement un temps consacré pour parler, pour rire surtout, parce que ce que j'évoquais Alain, je lui disais il y a un langage qui est systématique des bistrots et des cafés et des restaurants, c'est que dès qu'on passe la porte,
il y a un brouhaha, il y a des rires, il y a quelque chose de magique comme il évoquait. Nous sommes grégaires bien sûr, mais ça c'est une autre nourriture que vous nous fournissez, c'est celle de l'esprit, parce qu'il n'y a pas que le ventre. En 2023, nous étions la région Hauts-de-France ambassadeur du label de la gastronomie. Et moi j'étais ambassadeur. On allait chez les gens, on ouvrait les portes, on allait voir la cuisine, on discutait de la vie. D'autres arrivaient, ils n'étaient pas du tout branchés du tout de ce qu'on en parlait, mais par contre ils se sont dévoilés. Et c'est incroyable, il y a des choses qui se sont dit hors culinaire quoi. Mais ça s'est fait dans la cuisine familiale. Là, on allait en entrée, on disait, Et moi, je suis parti faire des recettes dans un champ de carottes des sables. Le cultivateur me dit, Jackie, regarde, j'ai créé une machine pour sortir la carotte sans la brutaliser. Et on était à quatre pattes en train de ramasser les carottes. J'ai des souvenirs comme ça. Et chaque trimestre, chaque année, il y a des choses, il y a des souvenirs. Et on va en créer des souvenirs. On va en créer certainement encore des très très belles choses avec les générations qui vont arriver. Mais il faut être fédérateur, il faut emmener, il faut embarquer. Il faut prendre le meilleur de chacun au meilleur moment qu'ils le sont. Parce que nous, on aime bien, on y est tout le temps. Mais il y en a, ils sont bons à un moment. Mais ils veulent être là. Ils veulent être là et ils sont porteurs. Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas médiatiques. Ils veulent être dans la discrétion, mais ils veulent vivre sur leur territoire. Et ce sont les agriculteurs, ce sont les pêcheurs, tout le public en vérité. Voilà, c'est une conclusion à ma façon. Eh bien merci Jackie. Chère Catherine, je vais te laisser le mot de la fin, parce que tout à l'heure, il sera le temps des signatures. Les caméras nous auront quittés avec Benoît Potra pour engager justement un plan de route sur, je dirais, cette harmonie avec nos territoires, nos terroirs et les confréries de France. Avec Alain, parce que le bien manger sera une préoccupation. Pascal, tu vas en être finalement l'émissaire, l'ambassadeur, l'ouvrier, un travailleur du quotidien. On compte sur toi, mon cher Pascal. C'est important, Catherine, hein, d'engager justement ces actions-là. Et puis, on aura un regard aussi, ils ne sont pas venus ce midi, mais avec l'INAO, parce que c'est l'agriculture engagée. On s'est déjà mis, nous deux, en action pour une démarche de STG, d'une spécialité de tradition garantie avec la confrérie du beurre blanc à Nantes. Exactement. On a embarqué les corps, je dirais, agricoles, l'INAO. Ça sera la première sauce de France. Merci à toi, Catherine, puisqu'elle sera d'ici quelques mois et années labellisée STG, la première en France quand même. Et puis, juste pour conclure, tout ça c'est fait. C'est pas innocent, même si on adore ce qu'on fait, n'est-ce pas Eric? Mais surtout, le plus important, c'est la transmission, parce que si on va chercher la jeune génération, on peut être sûr que l'art de vivre à la française, il sera préservé. Et c'est ça qu'on attend. Merci à vous tous et vive l'art de vivre à la française. À très vite.